Bocal, le podcast qui parle rémois. Bonsoir et bienvenue dans Papote, un podcast où je reçois deux personnalités rémoises, et j'insiste aujourd'hui sur le rémoise, un podcast dans lequel on se laisse le temps de parler, on parle de tout et de rien, et surtout de nos deux invités qui parleront de leur parcours, de leur passion et de leurs projets. Première invitée, elle est artiste, danseuse, chorégraphe, enseignante, prof de PS, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Spécialisée dans la danse afro-contemporaine, fondatrice de la compagnie Laetitia Bone. Laetitia Bone, donc comment ça va? Ça va très très bien. Merci. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de la compagnie Laetitia Bone? Oui, alors oui, la compagnie, elle a tout juste un an. Donc c'est un projet, un nouveau projet qui a été lancé et qui est tout jeune. C'est tout jeune, mais ça fait 23 ans exactement que les choses se mettent en place. Et voilà, la création de la compagnie, c'était un peu temps de l'aborder. Donc voilà, c'est une nouvelle direction pour nous. Parfait. Seconde invitée, réalisatrice et scénariste, prix du Festival du Printemps Carougeois, c'est ça? C'est ça. Pour son court-métrage Tradition, en développement d'un nouveau court-métrage déjà, dont on parlera un petit peu plus tard. Charlène Junevielle, comment ça va? Alors, Juvéniel. Juvéniel, Avec le petit... Oui, il n'y a pas je suis d'accent, dyslexique, mais... visiblement, je l'apprends. Non, mais t'inquiète pas. Ça va super bien, à Parfait. merveille. Je disais, tu as remporté déjà un prix pour un court-métrage. Comment tu abordes du coup l'arrivée, parce que au jour où on enregistre, le court-métrage sort demain pour le grand public. Est-ce que ça te permet de l'appréhender plus facilement, cette sortie au grand public? C'est vrai que, en soi, un prix, c'est toujours plaisant à recevoir, évidemment. Et puis surtout, oui, ça permet un petit peu d'être rassuré, je pense, quand on sait que ça a déjà plu à un jury. On y va un peu plus sereinement en se disant, potentiellement, au moins je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont aimé, donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais oui, c'est toujours un peu stressant de montrer son travail, quoi. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de votre passion, ce qui vous anime. Comment vous êtes tombé dedans? Quelle est l'origine justement de votre passion? Et déjà, est-ce que votre métier est une passion? Qui veut commencer? Mais comme vous voulez. Peu importe. Vas-y, Bah, je suis vas-y. curieuse, je veux l'entendre. C'est une sacrée question. Un peu complexe. Qui mériterait un mais, podcast entier. Oui, complètement. Mais si on revient à l'origine de pourquoi cette passion, je crois qu'en fait, j'ai rencontré... alors la danse, entre guillemets, parce que danse, ça veut tout et rien dire, et je parle plutôt d'expression corporelle, mais j'ai rencontré l'expression corporelle très tard. J'avais plus de 18 ans. Et c'est quelque chose qui m'a permis de m'exprimer et de réussir à trouver une façon de me libérer de plein de choses. J'étais quelqu'un de très réservé, qui longeait les murs partout où j'allais. Enfin, vraiment, Ah ouais. oui, très, très farouche. Et j'ai découvert l'expression danser comme quand on retrouve la parole. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Et ça a été quoi le déclic pour passer d'une grande timidité à se mettre en scène devant... Alors, ça s'est pas fait Ouais, j'imagine. du jour au lendemain, quoique ça a été rapide. Ça s'est fait en seulement 2-3 ans, je crois, si je reviens en arrière et que je regarde les choses. Finalement, ça a été très rapide. Mais tu sais s'il y a un élément comme ça, déclencheur? Mais ça a été tellement puissant dans la révélation de ce moyen d'expression que les choses sont allées très vite. Et une fois que c'est aligné, ça s'enchaîne, ça nous dépasse, quoi. Les choses viennent à nous. Enfin, après, c'était en parallèle j'ai une formation d'enseignant de PS, donc, qui, de prime abord, n'a rien à voir. Mais finalement, si, on verra ça peut-être plus tard. Oui, on en reparlera. On en reparlera, mais... tu parlais de ta rencontre avec la danse et le déclic. Ça s'est passé déjà dès le début par la danse afro-contemporaine? Alors non, c'est passé donc c'est pour ça que je parlais de ce cursus d'enseignant de PS. Je l'ai découvert dans un cursus d'enseignement de la danse contemporaine avec des ateliers de création autour de la danse contemporaine, donc qui ne nécessitaient aucun bagage de formation classique, on va dire.
Et en parallèle, la vie a fait que j'ai rencontré et côtoyé beaucoup de Sénégalais et j'ai passé toute mon adolescence, oui, enfin, mes 18-25 ans avec des Sénégalais qui m'ont formée à l'art africain et notamment à la danse. Et ces deux choses-là se sont croisées en fait. Ouais. C'est très... Je résume succinctement. Je résume succinctement, mais voilà, il y a eu plein de directions, mais tout s'est trouvé au bon moment et tout s'est bien imbriqué en fait. Et ça a construit. C'est un peu le hasard des rencontres qui a fait que tu es arrivé jusqu'à ça. Complètement, oui. Ouais. C'est complètement improbable. Et toi, Charlène, ce qui t'a amené à ce que tu fais, alors tu as commencé par la comédie, mais on peut parler du cinéma dans sa globalité peut-être. Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion ? Moi, c'est venu assez tôt, en tout cas un intérêt particulier pour le cinéma. C'est vrai que j'avais un papa qui, étant né dans les années 70, a connu tout le cinéma des années 80, donc tous les films de Spielberg assez cultes, tout ce cinéma un peu culte, cette pop culture. Moi, j'ai grandi avec, de par mon papa. Et puis, même l'objet du DVD me fascinait dès le plus jeune âge. Et donc, j'allais dans sa petite vidéothèque, là, et j'allais piocher des DVD, puis je les regardais. Puis j'avais cette volonté de regarder un peu dans les bonus, le making-of. Enfin, j'ai toujours eu quand même cette envie de comprendre comment on fait un film et comment c'est fait, quoi. Et après, le déclic, je l'ai eu vers 11 ou 12 ans. Un peu par hasard en regardant un film et ce film a fait que derrière j'ai eu envie de regarder un autre et puis après c'est devenu un peu boulimique et vraiment c'était un peu la naissance de ma cinéphilie et de mon amour pour le cinéma. Après la réalisation c'était pas l'objectif dès le début. J'ai un peu j'ai fait une école de théâtre, j'ai un peu cherché ce que je voulais faire là-dedans. Mais en tout cas, c'était déjà dirigé vers le cinéma en tout cas. Ouais, assez tôt finalement. Et il y avait vraiment cette volonté de se dire, en fait, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, je me voyais vraiment pas faire autre chose que de travailler dans le cinéma. Après, voilà, il y a tellement de métiers dans le cinéma que ça a été un peu une recherche, une découverte. Et tu parlais des DVD. Alors déjà, je note que c'était des DVD, pas des cassettes, donc je prends un coup de vieux. Tu te rappelles d'un DVD, d'un film en particulier qui t'a marqué, le premier Ouais, alors j'ai un peu connu les cassettes quand même, mais vraiment, parce que je suis de 98, donc les DVD sont arrivés assez peu de temps après, quoi. 98. Ouais. Mais j'avais quand même des cassettes. Mais non, le DVD, mon père, il avait pas mal de DVD. Moi, je me souviens un coffret magnifique qu'il avait de Terminator 2, qui était, la jaquette était métallique et tout. Et donc voilà, il y a eu pas mal de films comme ça, Hook de Spielberg. Ça a été un film un peu... et c'est encore mon film d'enfance, quoi, que je regarde régulièrement. Après, il avait quelques Tarantino, et je parle de Tarantino parce que ça revient après, mais il y avait Pulp Fiction, et honnêtement, je pensais que c'était un film porno quand je voyais le DVD, donc je n'osais pas le regarder, tu vois. Avec l'affiche avec Uma Thurman. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, non, après, c'est pas grâce au DVD de mon père, c'est des films que j'ai un peu découverts par hasard. Et ça a été un film de Tarantino, justement, Reservoir Dogs. Et je sais pas trop pourquoi celui-là, plus qu'un autre, je pense que c'était le bon timing. Et je l'ai vu et ça a vraiment été une révélation en mode « mais en fait, c'est un type de cinéma que je ne connais pas ». Ouais. Et donc, je me suis dit « mais en fait, le cinéma, c'est pas que les films que je connais, c'est aussi 1000 autres choses, quoi ». Et du coup, ce film, je l'ai vraiment regardé tous les jours pendant un mois ou deux, tellement il m'obsédait. Et après, voilà, il y avait cette volonté de dire, OK, ce metteur en scène, j'aime bien, donc pourquoi pas regarder d'autres de ses films. Et puis cet acteur, j'aime vraiment bien aussi, donc pourquoi pas découvrir d'autres de ses films. Et après, il y a un étendu monumental de films à voir, quoi. Et tu avais quel âge quand tu as découvert Reservoir Dogs ? 11 ans. Ouais, donc c'est un âge où le film est un peu transgressif sans trop l'être, même s'il est quand même assez violent. Ouais. Et il est pourtant hyper accessible dans sa structure. C'est des longs plans séquences. Ouais, complètement. Puis c'est un film assez court. Il y a beaucoup de scènes de dialogue où il se passe pas grand-chose. Et ça, typiquement, j'avais jamais trop vu. Tu vois, quand t'es habitué Indiana Jones, à des trucs dans tous les sens, tu vois un film où juste t'as des gars à table qui parlent.
te dis, mais il se passe quoi là? Comment ça, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de truc. Et du coup, ouais, c'était vraiment une découverte, ouais, et de se dire, mais en fait, c'est ça aussi le cinéma. Puis après, plus tu regardes, plus tu découvres que c'est pas que ça, en fait. C'est aussi ça, et ça s'arrête pas. Toi, Laetitia, la danse, tu l'as découvert à quel âge? Oh, bah, je dirais, allez, 19 ans. À Ouais. 19 ans, vraiment, je mets les pieds dedans. Assez tardivement, finalement. Ah ouais, complètement, Ouais. oui, oui. Dans le cursus habituel, oui, dans le cursus habituel, les danseurs qui vont jusqu'à la scène et jusqu'à présenter des spectacles dans le milieu culturel, ils ont souvent une formation de danseur dès l'âge de 4-5 ans. Ah ouais. En conservatoire, en classique, en jazz. Moi, j'ai pas du tout ce cursus-là. Je rentre dans aucune case. Je suis autodidacte et en même temps, je suis autodidacte. Et tu t'es déjà aussi ouvert à d'autres formes de danse, d'autres styles de danse? Disons que de par ce qui s'est passé un peu pour moi dans la danse, j'ai été amenée à pratiquer de l'afro contemporain et à me former dans cette écriture chorégraphique un peu particulière et qui me nourrissait, qui m'a nourrie et qui me nourrit encore énormément. Et alors, pour dire la vérité, je crois que si je me replonge un peu dans quelques années en arrière, parce que ça fait presque 20 ans maintenant, je pense que ça me faisait peur peut-être d'aller voir un peu un cours classique ou un cours jazz ou un cours en conservatoire. Je pense que c'était pas, ça m'a jamais attiré ou ça me faisait peur. Mais ça s'est jamais vraiment présenté finalement. J'avais beaucoup de choses à faire dans l'afro-contemporain et à découvrir. Et encore maintenant. Et encore maintenant, oui. Et maintenant, alors par contre, à l'heure actuelle, j'en aurais pas envie d'aller me former à un style de danse plus classique. J'en aurais pas envie. Ouais. Tu as trouvé ton style, ta voix? Oui, et je suis pas du tout dans la performance, donc je suis dans la transmission. La transmission et l'expression d'un intérieur. Donc il n'y a pas besoin de performance, il n'y a pas besoin de grand écart ou de. On parle d'autre chose. C'est du théâtre en mouvement un peu. Totalement. C'est un langage très théâtre simple, corporel, en fait. C'est du théâtre corporel, oui. Et quand vous étiez petite, est-ce que vous rêviez du métier que vous faites maintenant? Alors, pas peut-être un petit peu avec les films de ton père, mais... Ouais, moi c'est vrai que je me souviens pas m'être dit... Enfin, alors si, toute petite, je voulais être vétérinaire, je voulais être maîtresse d'école, bien sûr. Ma fille a fait le même chemin. Et ben voilà, mais tu vois, ouais, c'est venu assez vite quand même ce truc de me dire... Enfin déjà, cette fascination sur ce corps de métier. Ouais. De me dire, mais en fait, c'est inaccessible. Je vois ça chez les Américains dans les making-of, mais pour moi, c'est impossible d'y accéder. Mais c'était un rêve quand même. Il y avait quand même ce truc de se dire, peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais après, je rejoins ce que tu disais. Moi, donc, je suis cinéphile depuis longtemps, mais le jour où j'ai osé essayer, c'est arrivé tard, quoi. Ouais. J'ai pris mes premiers cours de théâtre à 16 ans. Ce qui est tard. Enfin, en fait, quand tu fais une école de théâtre, tu es avec des gamins, ils ont 18 ans, mais ça fait... ils en font depuis qu'ils ont 5-6 ans, en fait, depuis qu'ils sont tout petits. Donc, je suis arrivée un peu sur le tard, malgré tout, même si j'avais cette volonté d'y aller. Après, il y a aussi le courage ou le déclic de se dire, OK, allez, maintenant, je passe le pas et j'y vais. Et tu as peur d'être déçu, de pas te sentir à la hauteur de le faire, alors que c'est ta passion, c'est ce qui t'anime. Donc ça, c'est dur, je trouve. Mais contrairement à ceux qui font ça effectivement depuis tout petit, peut-être que tu arrives aussi avec un autre regard, moins déformé peut-être que ceux qui font ça depuis toujours, qui ont une habitude qui s'est installée peut-être, qui vont peut-être moins innover, qui ont peut-être une certaine lassitude. Toi, tu as un âge où tu es déjà construite et tu arrives déjà pleinement dans cette passion, donc c'est peut-être pas plus mal de le faire dans ce sens aussi. Alors moi, je trouve que c'est pas le regard que tu as à ce moment-là. À ce moment-là, tu te dis, OK, alors moi, je suis nulle et lui, il est trop fort. Comment je fais, du coup, pour être un peu à la hauteur ? Mais oui, effectivement, au fur et à mesure,
Moi, de toute façon, je parle du théâtre parce qu'il y a des similitudes avec le cinéma dans la mise en scène, mais c'est pas ma passion première. J'aime le théâtre, mais j'aime le théâtre en ce qu'il a de similaire avec le cinéma. Donc, oui, je pense que j'aurais peut-être été lassée de faire du théâtre et ça aurait peut-être pas construit ma passion pour le cinéma. Enfin, tu vois, je suis contente d'avoir fait du théâtre à l'âge où j'en ai fait, en fait. Et c'était quoi vraiment le déclic pour passer de la comédie, du théâtre, à la réalisation? À quel moment tu t'es dit, finalement... Ouais, je me suis dit, en fait, finalement, c'est pas pour moi, l'acting. En fait, je vois les autres prendre leur pied total sur scène. Et moi, je sais pas, je me sens pas trop légitime. J'y vais, j'aime bien, mais j'ai pas ce même plaisir. Oui, ça, tu prenais pas de plaisir à jouer. Si, c'est toujours, c'est hyper plaisant, mais je sais pas, je me sentais pas à ma place. Ouais. Tu vois, et en fait, on nous a proposé de mettre en scène des camarades, et c'est là où je me suis dit, ah mais en fait, ma place, elle est là. Enfin, là, pour le coup, je prends un plaisir immense, je me sens à ma place, et tu vois, en 3 ans d'études, c'est ce cours-là qui m'a fait me dire, mais en fait, voilà, c'est pas ça, c'est ça, quoi. Ouais. Mais vous avez ça en commun, c'est la mise en scène de ce que vous faites. Vous mettez chacune en scène, toi des films, toi des spectacles. Et toi, pareil, Laetitia, c'est petite, tu rêvais de faire ce métier? Visiblement non, par rapport à ce que tu disais. Mais... Non, pas, non, pas du tout. Puis, vétérinaire, maîtresse. Ouais, je pense que Voilà. je suis passée par là aussi, ça me dit quelque chose. Je ne comprends pas. Et non, alors mes parents me disent toujours que un jour, j'étais petite, je devais être en grande section où je suis rentrée à la maison en disant que je souhaitais plus tard être professeure d'EPS. Oui, bon, déjà. Ouais. Voilà. Et j'en ai pas le souvenir, mais apparemment c'est la voie que j'ai choisie jusqu'au bout. Mais avec du recul, je regrette pas et du coup, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, le fait de ne pas être formaté depuis le plus jeune âge à quelque chose. Au début, tu ne le vois pas du tout, c'est clair, tu es dans les doutes, la légitimité, et tu te confrontes à des choses qui sont vraiment difficiles. Ouais. Il faut toujours réécouter son cœur et se dire, si, je suis au bon endroit, je me régale, ce que je fais, ça a de la valeur aussi, même si... Et avec du recul, je crois que c'est une grande richesse. Je crois qu'on arrive à toucher autre chose, je pense. Et voilà, non, apparemment, mon rêve, c'était d'être professeur de PS. Un rêve que tu as accompli. Et oui. Et tu pratiques toujours Oui. Alors, oui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis toujours dans l'enseignement à 50% de mon temps. Ouais. J'ai toujours un pied dedans pour encore une année ou deux, peut-être, avant d'en sortir complètement. Mais je regrette rien parce que c'est vraiment l'EPS qui m'a conduit vers finalement une formation dans l'expression corporelle, dans le processus de création artistique, dans plein de choses. Ouais. Je suis rentrée dans la danse par le biais de l'éducation nationale, mais ça m'a enrichi énormément pour beaucoup de choses. Donc, je ne regrette pas. L'EPS, c'est une passerelle. Ça a été une passerelle. Et l'éducation nationale ne t'a jamais empêché de faire ce que tu fais à côté, ou parce que des fois ils peuvent avoir un regard peut-être... Non, ça m'a jamais vraiment empêché. Est-ce que vous avez déjà perdu l'amour pour votre passion? Un jour, vous vous êtes dit, j'arrête tout, je prends plus de plaisir. Vous m'avez toutes les deux regardé avec un sourire. Je suis dit, Non, tiens, ça me rappelle quelque chose. Non, mais après, quand tu doutes, des fois, tu t'envoies un peu tout vanguer, tu vois. Mais honnêtement, pour ce qui est du cinéma, je pense que j'aime tellement les films que, en tout cas, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu as un échec, oui, tu te remets en question et c'est évident. Si on peut parler d'échec, c'est... Oui, voilà. Une leçon. C'est voilà. C'est un échec selon ta perception du moment. Exactement. Mais par contre, oui, le théâtre, du coup, comme je sentais que j'étais pas... Enfin, quand je dis le théâtre, c'est le métier d'acteur. Ouais. Comme je sentais que j'étais pas exactement à ma place, du coup, je me remettais en question par rapport à ma passion entière. Bien t'en as pris. Attends, pourquoi je ne kiffe pas plus? Qu'est-ce qui fait que ça ne matche pas comme je le voudrais?
Mais bon, voilà, ça a été un chemin, comme tu disais, pour trouver ce que je voulais vraiment faire, quoi. Donc toi, ça t'a permis de trouver ta voie. Ouais. Toi, Laetitia, comment t'as rebondi du coup dans ces moments de doute? Bah, c'est cyclique, hein, Ouais. je crois, et ça correspond toujours avec des moments de doute ou de fatigue ou Après les fêtes, janvier. non, bah, moi j'ai eu un moment de doute avant les fêtes. Ah ouais? Il y a eu 3 représentations d'un spectacle de la compagnie qui s'appelle Forêt Ouais. dans une même journée. Une réussite, hein. Alors, tu parles d'échec, mais je crois que le terme échec, c'est juste un positionnement intérieur, Oui, je pense. je pense. Bien sûr. Et ça a été une belle journée avec 3 représentations pleines, super, plein de bons retours. Mais une grosse fatigue et du coup plein de doutes. Ouais. À se dire, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est difficile, c'était une grosse journée, c'était trop, 3 représentations. Pourquoi et du coup, je le fais? Ouais, c'est énorme. oui, c'est énorme. Et du coup, plein de doutes et j'arrête tout, je suis trop vieille pour ça, qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà, mais c'est cyclique, hein, il y en a eu souvent. Hein, Et comment tu sors de ça du coup? faut... Alors, je sors pas de ça de la même façon à chaque fois, Ouais. mais faut laisser un peu de côté. Quand ça arrive, faut faire une petite pause. Alors, ça peut être juste une journée, mais et essayer de ne rien faire pour se recharger. Et tu arrives à couper de tes projets? Et couper. Ouais, Non, j'arrive pas, Eh oui. pas très bien à Parce que faire quand ça. c'est des projets que l'on crée, on a toujours un peu la Non, tête à en ça. fait, ça tourne en boucle. Et Bah oui, puis, oui. de toute façon, quand on se dit, OK, j'arrête sur ça, ça m'épuise trop, il y a déjà quelque chose qui est mis en route. Mais non, mais une fois qu'on s'écarte des doutes et qu'on respire et qu'on se dit, mais en fait, ce qui m'anime, c'est ça. Faut pas se poser d'autres questions et ça repart naturellement. De toute Ouais. façon, si on est aimanté vers ça, Ouais. c'est là quoi qu'il arrive. Donc, je pense que de toute façon, c'est pour tout secteur professionnel, ces moments de doute et de oh là là, j'ai envie de m'enfuir. On va parler un petit peu de votre processus de création, qui est peut-être différent pour un spectacle de danse, enfin de danse, je ne veux pas le résumer à la danse, mais pour un spectacle en scène et pour un film. C'est quoi votre processus, chacune, de création? Alors moi, je pars d'une envie profonde de raconter quelque chose. Donc, ça vient de moi, forcément, ça vient de moi, de ce qui me définit et de ce qui m'anime. Mais ce qui ne veut pas dire que sur scène, je vais parler de moi. Enfin, c'est juste un propos qui vient d'une envie profonde de raconter quelque chose. Et de là, et de ce propos, de cette envie, se greffe plein de choses. C'est très complexe et ça passe par plusieurs phases et un produit fini, puis un deuxième produit fini, puis une troisième version, une quatrième version. Enfin voilà, et ça revient sans cesse dans un programme de processus de création jusqu'à avoir quelque chose. Tu trouves d'abord donc un sujet qui t'anime, qui te plaît. Ouais. Après, d'abord, ça passe par des musiques qui t'inspirent une chorégraphie, l'inverse. Ça va passer par de la recherche déjà, Ouais. dans des ouvrages, la recherche précise, hein, pour vraiment nourrir le propos sous toutes ses facettes, on va dire. Et de là, je conforte plusieurs directions dans ce que j'ai envie de raconter. Et une fois que j'ai toutes ces directions, alors tout ça c'est sur papier, hein, c'est de la recherche. Ouais. C'est de la recherche sur papier, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de réflexion. Et une fois que les directions sont définies, c'est testé en mouvement, on va dire. Ouais. C'est testé en mouvement, puis après, avec peut-être une scénographe, un metteur en scène, un regard extérieur qui vient nourrir à chaque fois et qui transforme la matière première. Mais c'est un processus de longue haleine. Et toi, Charlène? Moi, j'ai un peu l'impression que ça dépend Enfin, c'est jamais trop la même chose à chaque fois. Par exemple, pour les clips, comme je travaille donc avec l'artiste, c'est lui ou elle qui va me donner son cadre. Et donc, à partir de, j'ai pas envie de dire ses contraintes, mais à partir de ce que lui me donne, là, je vais essayer de
en écoutant la musique, en réécoutant les paroles, ce que l'artiste veut, j'essaie d'être au plus près de son envie, en apportant aussi quelque chose qui me plaît dans le même sens. Mais sinon, quand c'est des projets que j'écris, des courts-métrages que je peux écrire, franchement, ça dépend un peu à chaque fois et je redécouvre des nouvelles méthodes un peu à chaque fois aussi. Là, le dernier, typiquement, c'est né Tradition. Tradition, c'est né d'une histoire que m'a racontée une copine qui vit dans le sud-ouest avec ses animaux, parce qu'elle a une ferme. Et elle habite à côté de la forêt, il y a des chasseurs, machin. Bon, elle me raconte son histoire, et puis ça reste un peu dans un coin de ma tête. Ouais. Et puis après, je vois un concours où il faut coller à une thématique qui est le secret. Puis je commence à réfléchir à quelque chose, et puis je repense à l'histoire de ma copine, et je me dis, ah mais attends, les deux s'imbriquent bien ensemble. Et puis après, c'est né comme ça. Mais j'ai pas de méthode typique, tu vois. Des fois, c'est un personnage que j'ai en tête où je me dis, ah, lui, je veux le voir dans telle situation, je veux qu'il lui arrive ça, je veux... Donc ça dépend un peu à chaque fois, mais après, globalement, il y a des règles d'écriture scénaristique. Ouais. On ne fait pas n'importe quoi. Donc déjà, de suivre un peu ces règles, même si on s'en éloigne après, ça aide. Moi, ça m'aide énormément d'avoir un cadre, c'est hyper important. Et l'histoire ne vient pas forcément par le sujet, mais parfois par un personnage. Donc, où elle peut Ouais, venir, alors parfois, c'est même une image, Ouais. un décor. J'ai trop envie de tourner dans ce train. Ok, qu'est-ce qui fait qu'on va amener le personnage dans ce train à un moment donné ? Mais après, là où je te rejoins, c'est vrai que globalement, moi, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'une thématique qui m'importe, de quelque chose d'important pour moi, quoi, dont je suis fière, quoi. Des chansons également. Toi qui as réalisé des clips pour Gustine, Temple Kid par exemple. Ouais, Est-ce que les chansons t'inspirent aussi je pensais, mais je me suis rendu compte que pas tant. Ouais. Vraiment, je m'étais dit, oui, la musique, ça m'inspire, ça m'entraîne, ça m'emmène quelque part. Et en fait, non, je me rends compte que quand j'écris, j'ai surtout des images. Et le son, ça vient après, en fait. Donc, non, c'est plus visuel que auditif. Et Ouais. ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps, tu vois. C'est à cause des jaquettes de DVD que tu as pensé. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré, guidé sans le savoir dans votre art ? Beaucoup. Oui, beaucoup, ouais. Ouais. Du Si coup, tu devais là, en retenir une par exemple. Ouais. Si je dois retenir une personne, ce sera Vincent Arisdo, Ok. qui est chorégraphe béninois, Ok. qui a déjà pas mal de bouteilles dans l'écriture chorégraphique afro-contemporaine. Ouais. Il a travaillé dans les grands ballets américains. Enfin, il a un cursus assez impressionnant. Et il travaille avec Germaine Aconi, D'accord. qui a créé l'École des Sables au Sénégal. Enfin, voilà, c'est... Bref, peu importe qui il est, mais c'est quelqu'un que j'ai croisé. Et en fait, qui il est, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui m'a permis d'être. Quand je l'ai croisé en formation à Paris, au centre Montboye, je suis tombée vraiment sur quelqu'un qui m'a facilité. Alors, j'étais dans une période de doute, de légitimité. Allez, j'y vais parce que j'en ai trop envie, mais oh là là, qu'est-ce que je fais là ? Moi, je sais pas danser, en fait. Enfin, Ouais. Et lui, il m'a tout de suite pris sous son aile et il m'a dit, mais si, t'as tout. Toi, tu démarres de l'intérieur et tu donnes le geste. C'est ce qu'il recherchait, lui. Il voulait transformer des danseurs formatés, esthétiques, avec une performance tout magnifique, des grands danseurs, mais qui n'exprimaient rien de l'intérieur. Et du coup, visuellement, ça rend pas la même chose. Dans le spectacle vivant, c'est ce qui fait la différence. Plus technique qu'instinctif, Ouais, quoi. Complètement. Et du coup, ce monsieur, il m'a encouragée dans ce sens. Il m'a permis de prendre confiance en moi, de me lester de mes doutes, plein de choses. Vraiment, toute une construction intérieure, on va dire. Oui, donc plus qu'une inspiration, oui, presque un guide. Oui, puis ça a perduré pendant 10-15 ans. J'ai fait beaucoup de choses après, par la suite avec lui, grâce à lui.
Avec lui. Et avec Ouais. lui, oui, oui. Et toi, Charlotte? J'ai réfléchi, mais T'as eu le temps. parce que, ouais, je sais, mais j'ai plus l'impression que c'est des films en particulier Ouais. qu'un réalisateur ou une réalisatrice. Par exemple, comme film. Bah, tu vois, parce que je pensais à François Truffaut, qui est un réalisateur qui est hyper important pour Ouais. moi, qui aborde des sujets qui me touchent beaucoup. Dans la construction de ses films, je m'y retrouve énormément. Mais il y a certains de ses films qui me parlent moins, où je me sens moins Ouais. proche. Et puis, il y a d'autres réalisateurs qui n'ont rien à voir, qui me touchent tout autant. Enfin, donc, c'est plus des films qu'un réalisateur. Mais ouais, du coup, là, j'ai aussi en tête Billy Wilder, qui est un réalisateur américain, d'origine allemande, il me semble. Et par exemple, Boulevard du Crépuscule, c'est un de mes films de chevet. Et pour moi, ce film, c'est un chef-d'œuvre absolu, dans le sens Ouais. où il est hyper complet. Et tout ce que j'aime est dedans, tu vois. Et du coup, ce Boulevard film, du Crépuscule. Ouais. Je connais pas du tout. Et c'est un peu un film, du coup, où je vais beaucoup me référer, tu vois, quand je suis un peu perdue, ou je sais pas trop où aller, parce que c'est un vieux film, mais qui est tellement moderne et qui est encore complètement d'actualité. Et du coup, voilà, quand je me sens un peu perdue ou que je suis en manque d'inspiration, justement, je retourne un peu à mes classiques. Et c'est quoi la première œuvre? Alors, on parlait des DVD tout à l'heure, mais pas forcément un film, une musique, une peinture, qui vous a marqué, dont voilà le premier souvenir d'une œuvre artistique qui vous vient. Là. Attends, on va rechercher loin. Parce que ça... Je me souviens du film qui m'a marqué, du livre qui m'a marqué, et tu vois, Mais après, c'est pas oui, vas-y, forcément... tu peux. Ouais, je parlais de Hook tout Ouais, à l'heure, ouais. tu vois, moi, Hook, c'est un des films où, étant gamine, je me suis dit, mais oh, la magie! Enfin, tu vois, c'est l'un un des truc... premiers films des années 90 que j'ai montré à ma fille. C'est vrai, Ouais. bah ouais, moi je le revois tous les ans et tout. C'est un film que je trouve encore aujourd'hui tellement touchant, tellement beau, tellement drôle. Et ça, ouais, gamine, je me suis dit, mais je suis face à un truc que j'ai envie de revoir, quoi. Et ouais, ça a été assez marquant, ça. Et toi, Laetitia? Ben moi, je revois des images de spectacles, de pièces dansées qui m'ont beaucoup marqué. Je ne saurais pas te dire les noms, ni les noms des chorégraphes, ni les noms des spectacles. Mais c'est mes premiers pas au Festival d'Avignon, où j'allais voir des petites présentations, petites jauges de spectacles de danse contemporains, complètement décalés. Et, ouais, je ne saurais pas donner des noms, mais je pense que ce sont ces petites pièces dansées qui m'ont le plus marqué. Oui, tu as plus une imagerie qui te reste Ah en oui, tête. j'étais jeune, hein, je devais avoir Ouais. 20 ans. Pas si 20 jeune, ça. Enfin, ouais, enfin, oui, par pour rapport moi, à quand on dit j'étais jeune, c'est pour moi, ça fait plus à Oui. l'enfance. quoi, Ouais. maintenant. Ouais. Oui, si, 20 ans, c'est jeune quand même. 40 ans, ça l'est Bah, toujours j'étais aussi. plus jeune. Mais après, oui, j'ai été marquée par les pièces d'Akram Khan, de Sidi Larbi Cherkaoui, enfin, les grands chorégraphes contemporains. Après, par la suite, m'ont marqué, mais Ouais. je pense que ouais, c'est vraiment... Et il y a d'autres formes d'art que toi, la danse, toi, le cinéma, qui vous inspirent? Ouais, moi, il y en a d'autres, mais après, c'est vrai que du même niveau que le cinéma, tu vois, j'ai pas une deuxième Ouais. passion secrète. C'est jamais aussi fort et c'est toujours parce que ça a des similitudes avec le cinéma. La peinture, par exemple, que pour le coup, je découvre depuis peu, ça me passionne parce que, comme la photographie, c'est un cadre. Et franchement, tu regardes certains films, tu te dis, mais ok, il a vu ce tableau parce que la composition du cadre Ouais. est exactement pareille. Et donc la peinture, ouais, depuis quelques années, ça me passionne. Après, voilà, la musique, évidemment. Mais de toute façon, quand on fait on peut dire un métier passion, c'est un peu Ouais. parfois un gros mot, mais quand on fait un métier passion comme vous, on a peut-être aussi besoin d'avoir une autre passion à côté pour aussi sortir un peu de ce qu'est le boulot et ne pas avoir toujours la tête dans ce qui pourrait vous amener à une source de stress, des fois, le travail. Donc, Moi, je dirais des activités Ouais, je sais pas, à côté. j'ai pas le temps. Enfin, oui, il y a d'autres arts qui sont passionnants, mais oui, comme tu dis, ça n'a pas le même impact. Ouais.
Mais la sculpture, la peinture, la musique, la marionnette, le théâtre, il y a plein de choses passionnantes et qui bouleversent et qui te créent des émotions quand tu vas admirer des œuvres, mais ça n'a pas le même impact. Tu parlais de marionnettes, il y a un très beau festival, hein, ce qui est un peu chamboulé à cause des travaux au Palais du Tour, mais Orbis Pictus, chaque année, magnifique. Alors ça n'a pas, ça a pas l'équivalence de celui de Charleville, mais à son échelle, je trouve vraiment magnifique. J'espère que ça reviendra au Palais du Tour prochainement, parce que je pense que ça y a sa place plus que dans les parcs ces dernières années. Quel impact souhaitez-vous que votre travail ait sur le public? Qu'est-ce que vous voulez laisser de par votre travail comme marque? Moi, premièrement, j'aimerais que le public apprécie. Enfin, tu vois, il y a ce truc... bon, après, si tu fais des projets que personne n'a envie de regarder, c'est un peu dommage, quoi. Du coup, tu les gardes pour toi. Donc, il y a quand même cette volonté que les gens passent un bon moment, on va dire. Après... c'est vrai que si ça peut déclencher quelque chose, si quelqu'un, en voyant ce film... En fait, je me remets, moi, en tant que spectatrice, quand je regardais des films, ça m'a tellement aidée. Ça m'a presque un moment sauvé, quoi. Donc, y a ce truc où ça m'a fait tellement de bien que je me dis juste si un de mes projets fait du bien à quelqu'un, c'est déjà juste énorme, quoi. Mais au-delà d'apprécier vos œuvres, est-ce que vous attendez à ce qu'ils les comprennent? Parce on met souvent beaucoup de nous, des messages peut-être un peu cachés, entre guillemets, qui n'est pas forcément toujours accessible au grand public. Est-ce que vous attendez que le public ait toutes ces clés, qu'ils comprennent pleinement vos œuvres, ou juste qu'ils apprécient, ça vous suffit? Oui, il y a plein de films que je regarde et que je ne comprends pas complètement, et pourtant je les aime bien. Donc moi je me dis, aimer, c'est déjà... magnifique. Oui, ou aimer ou même ne pas aimer, mais avoir été touché par quelque chose et avoir ressenti quelque chose, gêné ou une gêne, mais avoir laissé une trace. Mais tu disais, est-ce que j'aimerais que le spectateur comprenne ce que je raconte? Mais je pars du principe qu'il y a autant de spectateurs que de façons de lire le spectacle. Du coup, nous, on est tranquille avec le fait s'il n'a rien compris, c'est pas grave. Enfin, peut-être que le spectateur va nous dire « j'ai rien compris ». Mais je sais que c'est pas vrai. Il a forcément compris quelque chose, pas tout peut-être, pas tout le message en profondeur. Après, il y a plusieurs lectures aussi dans un spectacle. En tout cas, il y a une lecture pour l'enfant, pour l'adolescent, pour l'adulte, et puis chacun va y voir un miroir de lui, donc il va avoir une compréhension morcelée. Donc je me dis qu'il y a toujours, de toute façon, un petit morceau de compréhension en chacun. Peut-être ça me rassure de me dire ça, mais... en fait, c'est vrai que aimer, c'est hyper large, mais en fait, par là, je veux dire... que le spectateur ait ressenti une émotion, quelle qu'elle soit, que ça l'ait touché, qu'il n'ait pas été insensible. Et c'est déjà gagné. C'est tout gagné. Mais est-ce que des projets artistiques comme les vôtres doivent forcément porter un message? Est-ce que ça ne peut pas juste être esthétique, juste Ça peut, bien sûr, tout est possible. Nous, dans la compagnie, on est très... on a une direction et un socle très présent pour exprimer et réaliser des spectacles et réaliser des ateliers autour du lien humain, entre êtres humains, et du lien à la nature. C'est vraiment deux directions qui sont importantes pour nous. Et ces deux directions-là, elles nous guident dans tout ce qu'on réalise. Mais nous, c'est notre patte à nous, mais ça pourrait être juste visuel et esthétique. C'est un choix, en fait. Nous, on fait le choix de quand même essayer de venir toucher les cœurs, et de faire du bien, comme tu disais. Oui, parce que je pense que même si tu essaies de ne pas transmettre de message en faisant vraiment quelque chose de lisse, malgré toi, tu vas quand même transmettre un truc, je pense. Puis il y aura toujours des gens qui verront peut-être des messages là où il y en a pas. Évidemment. Mais est-ce que quand vous créez, justement, vous pensez au public? Quelle importance le regard du public a sur votre création?
dans le processus? Moi, je me dis juste, j'essaie de faire des trucs que j'aimerais voir en tant que spectateur. Ouais. Après, il n'y a pas de... Ça doit d'abord te plaire à toi avant de plaire aux autres, quoi. Ouais, parce que pour moi, si ça me plaît pas à moi dans le sens où j'essaie de mettre un peu une partie de moi, quoi qu'il arrive, puisque c'est ma vision, voilà, je peux pas faire autrement que faire en sorte que ça me plaise, en fait. Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça un peu comme ça. Je pense pas spécialement aux réactions. Ah tiens, cette scène, elle va faire rire. Tiens, cette scène... Je me dis juste, non, cette scène, j'aimerais bien la voir, en fait. Ouais. Oui, la réaction du public, elle vient après. Enfin, Oui. quand on écrit, les débuts d'un spectacle, dans l'écriture, dans les premières interprétations, on ne pense pas ah tiens, comment ils vont réagir ou... Le public, il est encore pas présent. On pourrait aller dans la facilité en se disant ça va plaire à un certain public, au public que Oui, je vise. tu veux dire du formatage Ouais. conventionnel. Ouais, exactement. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. On est vraiment dans qu'est-ce qu'on raconte, Ouais. pourquoi on fait ça, et pourquoi je lève le petit doigt. Est-ce que c'est en lien avec ce que je raconte? Non, c'est toujours recentré sur sur le fond du propos, en fait. Ouais. Après, l'impact, de toute façon, il nous appartient pas et... Ouais. Ouais, Et- ça, c'est ouais. clair. Et C'est puis- c'est surprenant, même parfois, Mm. les réactions. Ah ouais, complètement. Oui, de toute façon, De toute façon, c'est incontrôlable. l'œuvre vous appartient pendant le temps de la création, mais après, elle appartient Ah ouais. totalement au public. Ouais. Ouais. Et c'est là Ça fait peur. que les doutes ne oui. doivent pas arriver à ce moment-là. Sinon... On va parler un peu plus de vos projets. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Laetitia, sur le spectacle hommage au Yiddish? Oui. Alors, c'est le nouveau grand projet de la compagnie. Donc, là, on est en phase d'écriture. Alors, c'est un gros projet parce que ce ne sera pas qu'un spectacle, qu'une représentation artistique. Donc, il y aura un spectacle, mais il y aura aussi des liens recréés avec des communautés, des gens du voyage du coin, secteur Reims, Châlons, Champagne, Épernay, et peut-être plus, on verra. Et avec une volonté de construire, on va dire ça comme ça, de construire une antenne de soutien à ces communautés-là qui sont encore persécutées. C'est le mot qui me vient, de toute façon c'est le cas. Je crois que plus on y regarde et plus on se rend compte que les persécutions sont encore là et n'ont jamais disparu. Et en fait, là je m'étale, mais on est dans une période de recherche sur ce nouveau projet, sur les Yéniches. Donc les Yéniches, c'est une communauté des gens du voyage. Et plus on est dans la recherche, et plus on soulève des choses, et des évidences arrivent, et des rencontres arrivent. Et donc là, on est associé à l'ANGVC, l'Association nationale des gens du voyage citoyen. On travaille avec William Hacker, qui est avocat, un des seuls avocats français qui soutient les gens du voyage, et qui construit des petites antennes de soutien partout en France. Et donc dans la Marne, ça n'existe pas. Donc on se rend compte, de par les recherches pour cette création de spectacle, qu'il n'y a pas d'antenne de soutien dans la Marne, qui manque de beaucoup de choses en fait pour eux. Donc on se rend compte qu'on est en train de soulever quelque chose de plus gros que l'artistique, et on a décidé de tout prendre et de tout considérer. Donc du coup, on est dans l'écriture du spectacle avec une première résidence en avril à Germaine au Cerf à Trois Pattes. On est dans la création d'une antenne juridique, dans le soutien, dans les rencontres et les liens, et peut-être la mise en place d'ateliers artistiques pour ces enfants, adultes de ces communautés. On verra, ça c'est les rêves qu'on a actuellement dans la compagnie. Mais là, du coup, avec cette création, il y a un vrai message, du coup, qu'il faut que le public capte. Oui.
Et l'origine de tout ça, c'est que tu as découvert tardivement que tu étais également, que tu avais des origines yéniches, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment que j'ai découvert tardivement, je l'ai toujours su, Oui, tu mais t'autorisais pas d'y disons penser. que mon papa me disait toujours de ne pas en parler, il ne voulait me parler de rien, il fallait surtout pas que j'en parle à l'école, autour de moi, que personne sache que je suis manouche, enfin... et j'ai vécu avec ça longtemps, et finalement j'ai vécu avec ça, et je me suis pas vraiment posé la question. Jusqu'à récemment où, en fait, c'est tout un cheminement, mais la vie, c'est vraiment un puzzle qui se reconstitue au fil des années. Je disais tout à l'heure que j'étais quelqu'un de très timide, qui marchait contre les murs, qui était très farouche. Enfin, et voilà, ça, je l'ai hérité de mon père, qui m'a toujours dit chut, tais-toi, dis rien, sois transparente. On n'existe pas, c'est plus facile. Bref, quand tu avances sur toi-même, que tu te rends compte de certaines choses, ben, t'étales autour de toi et t'ouvres les yeux sur ce que tu regardais pas. Et donc je savais évidemment que je faisais partie de ces communautés dites des gens du voyage. Mais je ne l'ai jamais vraiment regardé, j'en ai jamais vraiment parlé, j'ai jamais vraiment cherché à ce qu'on me raconte, parce que de toute façon, on ne voulait pas me raconter. Voilà, c'était là, mais c'était invisible en fait. Et ça fait quelques années que j'ai mis vraiment les pieds dedans. Et là, il y a plein de choses qui me sautent aux yeux. Donc oui, ce spectacle-là, c'est une évidence. C'est sûr, à 100%, pour le moment, il n'y a pas de doute. Et on sait quand ce spectacle sera visible, présenté au public, pas encore? Alors là, on est en période de recherche et d'écriture. La première résidence en avril, ce sera un premier contact avec le public, mais pour faire un état des lieux et expliquer un peu notre démarche de création. Je pense que le spectacle en lui-même, ce ne sera pas avant fin 2025 ou début 2026. D'accord. Ouais, ça va prendre du temps. Et là, il y a un spectacle en cours actuellement? Tu parlais tout à l'heure de Forêt. Oui, il y a le spectacle Forêt qui tourne, qui a pas mal tourné en 2024, avec 10 représentations et beaucoup de projets dans les écoles, dans les IME. Oui, parce que c'est ça aussi le point commun entre tes projets, c'est que tu t'adresses à un certain type de public. Oui, des publics que nous, marge on considère, nous, on les considère extraordinaires. Ouais. Alors en marge, hein, oui, complètement. Qui sont mis en marche par d'eux-mêmes, mais par les gens. Ouais. Mais oui, on présente nos projets et on œuvre auprès des publics handicapés, défavorisés, auprès des primo-arrivants aussi, qui parlent encore pas la langue. Ouais. Et on œuvre avec eux au travers de l'expression corporelle. On s'amuse ensemble à danser, en fait. C'est très sympa. Le public participe un petit peu au spectacle. Oui, alors la présentation du spectacle, c'est une chose, mais on a toujours les ateliers qui en découlent avec... sur pour chaque certains spectacle. projets, oui, projet. Pour Forêt, en tout cas, ça a été vraiment le centre. Les ateliers ont été le centre de tous les projets, avec parfois 70 heures de pratique, notamment avec des enfants handicapés à l'IME de Blassy. Enfin, que des rencontres extraordinaires, vraiment. C'est un partage, en fait. C'est une aventure du cœur, c'est un partage, c'est de la joie. C'est une autre dimension, complètement. J'ai l'impression que quand tu en parles, ce sont presque plus des projets sociaux que tu crées que des spectacles de danse. Oui, mais c'est malgré moi, malgré nous. Enfin, on est guidé vers ça. C'est malgré nous. C'est pas une volonté, en fait. C'est pas une volonté. C'est ce vers quoi on va sans... Naturellement, en fait. On est aimanté... ça se fait tout seul. Puis moi, je suis faite pour ça.
D'où la carrière de prof. Oui, qui m'a bien aidée. Et il y a encore des dates de prévues pour Forêt en 2025? Alors pour Forêt, on relance une diffusion, parce qu'on a fait une nouvelle version du Ouais. spectacle avec un nouveau musicien. Et Parce une qu'il y a des nouvelle musiciens création. live sur scène. Oui, Ouais. oui, oui. Musicien, une nouvelle création lumière. Donc là, on relance une diffusion. Donc pour l'instant, on n'a que des options et pas de date, Ouais. pas de date Pas confirmée. fixe. Et Garo Garo, ça c'est un ancien projet, c'est fini, il n'y a plus de représentation. Alors Garo Garo, donc ce sera l'écriture. Donc c'est l'écriture en cours pour le projet Yaniche. Ok, autant pour moi. Donc ça, c'est dans l'avenir. Ouais. Et non, tout premier spectacle de la compagnie, Lune d'elle. C'est ça. Non, Lune d'elle, on relance pas la diffusion et peut-être il tournera encore, mais c'est pas le sujet Ouais. du tout de la compagnie. C'est déjà se concentrer sur le spectacle en cours de création. Oui. Ouais. C'est Déjà beaucoup. beaucoup. Charlène, on en parlait tout à l'heure. Donc à l'heure où on enregistre, le court-métrage est visible demain pour le grand public, donc il y a quelques jours à l'heure où le podcast sort. Il a été diffusé en festival il y a déjà une année, c'est ça? Ça devait être au mois de mai 2024, Ouais. donc un peu moins d'une année, mais ouais, on l'a tourné en avril dernier, donc voilà, ça commence à faire un moment, quoi. Et est-ce que du coup, parce que tu l'as présenté il y a, on va dire presque un an, il sort là maintenant au grand public, donc tu dois auprès du grand public, tu dois le défendre auprès du grand public, mais toi tu es déjà passé à un autre projet. Comment on fait pour toujours défendre un projet qui est si vieux, parce que ça me paraît quand même une éternité, presque un an. Ouais, dans ce bah, métier. surtout que moi je remarque que j'ai un petit peu ce réflexe-là, dès que le tournage du projet est terminé, je suis déjà sur le prochain. Et oui. Donc même pour le montage, pour moi c'est un peu dur de me remettre dedans alors que je suis déjà dans l'écriture du suivant. Donc non, après le défendre, bon bah en soi, disons que je le présente. Après, je vais pas faire une énorme campagne de promotion pour le film. Donc les gens le regardent ou le regardent pas. Et puis après, moi, effectivement, je me dis plus, j'ai cette fierté d'être allée au bout. Parce que c'est déjà, chaque étape est déjà un petit peu complexe. Donc la diffusion, c'est vraiment l'aboutissement. C'est-à-dire que là, je peux me dire, ok, j'ai complètement fini avec ce projet. Et où est-ce que le public peut le retrouver, ce projet? Alors pour l'instant, donc je vais le partager sur mes réseaux sociaux, quoi. Donc ce sera un lien Vimeo. Parce que Important, pas YouTube, Vimeo. Oui, oui, ça a été une grande question, mais bref. Quelle vidéo meilleure sur Vimeo? Oui, puis c'est vrai que, disons que pour les professionnels, Vimeo c'est vraiment un site réservé aussi aux professionnels, mais accessible au grand public. Et voilà. Bon, on mettra les liens sur Bocal. Pas de version verticale pour les réseaux? Non, on a fait un petit trailer version verticale pour les réseaux, mais non, quand même. Là, ça t'a jamais intéressé justement d'essayer de réaliser en vertical? Eh ben si, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Alors, c'est vrai que le côté format court, moi, ça me perturbe un petit peu. Ouais. Parce que là, on parle d'un format du coup vraiment très court pour les réseaux sociaux. Mais je trouve que ça amène quand même des pistes un peu de réflexion. Et on a déjà réfléchi à ça sur TikTok, à créer un peu un format comme ça. Mais bon, on avance projet par projet. Et c'est pas, on va dire que c'est pas ma priorité, mais c'est intéressant. Ok. Je t'écoutais, je me suis perdu dans mes questions, du coup, tu vois. Donc, tradition, ce court-métrage, on en a déjà un petit peu parlé. Tu peux détailler un peu le pitch, peut-être sans spoiler Oui, c'est tradition, c'est l'histoire d'un père et son fils qui partent en forêt ensemble pour chasser pour la première fois. Et donc on est sur un père qui est hyper fier d'emmener son fils, puisque pour lui c'est une tradition, justement, une tradition familiale. Et on est sur un fils qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais qui veut faire plaisir à son père. Et donc voilà, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, ça ne va pas très bien se passer, quoi. On va pas révéler la fin, il faudra regarder du coup le court-métrage. Oui, alors sachant que c'est un très court métrage, c'est 4 minutes, donc... ça se regarde très vite. Ouais,
pour le moment, on fait avec ce qu'on peut, donc c'est du très court format. Et tu me disais tout à l'heure que tu préparais déjà le futur court-métrage, Le Patient, c'est ça? Ouais, Le Patient. Ça parlera de quoi? Alors, comme c'est en réécriture, c'est un peu compliqué d'en parler, mais globalement, c'est une infirmière libérale Ouais. qui se retrouve confrontée à ce nouveau patient qu'elle a. Et il se trouve que ce nouveau patient est un auteur qu'elle idolâtre tout particulièrement. Et donc voilà, après c'est le lien entre cet homme et cette infirmière. Donc le scénario a beaucoup évolué. Hein. À la base, c'était un thriller. Là, je suis passée vraiment sur autre chose. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est encore en travail, quoi. Mais finalement, c'est une comédie musicale. Voilà, tout à fait. Ça sera sur le même format, 4 minutes? Non, là, du coup, l'idée, c'est vraiment de partir sur un 20-30 minutes. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps aussi, parce que pour faire du court-métrage, soit on passe par l'autoproduction, c'est-à-dire on finance tout soi-même. C'est ce que j'allais vous demander, justement, comment financer des projets comme les autres, comme les vôtres, pardon. Du coup, brièvement, pour le court-métrage, comme en plus c'est une industrie hyper particulière, parce que c'est une industrie qui ne rapporte pas, une des seules industries qui ne rapporte pas, sauf dans certains cas. Donc, c'est soit l'autoproduction, donc on finance tout nous-mêmes. Donc, ça a été le cas de Tradition, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est des formats très courts, parce que ça coûte cher. Et là, du coup, l'idée avec Le Patient, c'est d'essayer d'utiliser le chemin plus traditionnel, donc d'obtenir des subventions, des aides pour le réaliser, quoi. Ouais. La culture n'est pas... ça, c'est l'envers du décor. Difficile d'avoir des subventions. Oui, et puis pour le court-métrage, comme c'est vraiment une toute petite industrie, il faut savoir qu'un court-métrage met autant de temps à se développer qu'un long-métrage, ce qui est un peu absurde dans l'idée, mais voilà, c'est des process qui sont très longs. Et la suite logique, ce serait de réaliser un long? Oui. Dans l'idée, oui. Et c'est quoi les étapes pour pouvoir faire... Parce qu'à une époque, il fallait pouvoir avoir fait tant de courts-métrages, avoir travaillé en tant qu'assistant, machin. C'est fini, ça? Il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas de parcours type, de toute façon, dans tous les métiers artistiques. Non, je dirais que là, le moyen, on va dire, entre guillemets, le plus simple pour aller vers le long, c'est évidemment d'abord de faire du court, de se faire... on va dire un peu repéré dans le court-métrage pour que les producteurs aient confiance à l'idée de te donner de l'argent pour en faire une version plus longue, quoi. Donc il y a beaucoup de festivals en France de court-métrage qui sont hyper importants, qui sont un peu en danger en ce moment aussi. Et donc d'avoir un prix dans un grand festival avec ton court-métrage, déjà, c'est une porte d'entrée... c'est pas la porte d'entrée, hein, tu vas pas passer au long direct, mais ça peut te permettre de passer au long. D'avoir un peu de crédibilité. Et là, tu mets ta casquette commerciale pour aller chercher des producteurs, ça c'est, je sais pas pour toi, mais moi la partie que j'aime moins, hein, évidemment. Oui. Puis c'est la plus conséquente. Hein, la création, c'est un régal et finalement c'est très court. Par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est la partie émergée de l'iceberg, la création. Complètement. Toi, comment tu finances du coup tes projets? Au tout début, c'était de l'autofinancement et cette année, on a réussi à tourner avec la rémunération des spectacles. Mais c'est tout juste, hein, on rentre tout juste dans nos frais, on fait pas de plus. C'est beaucoup de recherche de subventions, de gros dossiers à rédiger, de rendez-vous, plein de rencontres. C'est très long à obtenir des subventions. C'est très long, c'est beaucoup de travail. Puis, en attendant les réponses, on est obligé d'avancer sur le projet et sans savoir si au final on aura le financement. En jonglant avec les doutes. Ça, c'est vraiment complexe. Et c'est vrai que c'est pas le travail du metteur en scène, ou au début forcément, quand t'es pas trop accompagné, mais après c'est vrai que c'est vraiment un métier. C'est un producteur, c'est quelqu'un qui est là pour défendre un projet. Donc tu peux être très bon scénariste, très bon réalisateur, très bon chorégraphe, et puis ne pas aimer te vendre, ce que je comprends complètement, et être découragé par ça et arrêter à cause de ça, parce que ça c'est vraiment... Parce qu'au début il faut y aller, parce que il faut y aller. Il faut toucher à la diffusion soi-même, à l'administration soi-même. Il faut aimer se vendre, quoi.
savoir se vendre et... Ouais, bah aimer ou Ouais, pas, mais... ou même des fois enfin, savoir bien défendre son projet. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui Ouais. est... Enfin, Qui je sais s'apprend. que... Mm. Ouais, il y a des Ça, cours c'est de compliqué. pitch, par exemple. Parce Ouais. que pour les scénarios, notamment, Mm. tu dois tout le temps pitcher ton projet. Et tu as plein de Faut très avoir bons des scénaristes codes. qui savent pas pitcher leur projet. Donc, Le ça réalisateur de s'apprend. Squid Game a présenté son projet pendant 10 ans à plein de producteurs, jusqu'au jour où Netflix est arrivé et il est millionnaire aujourd'hui. Donc, C'est ça, il faut faire confiance aux rencontres ouais, aussi. voilà, il faut Enfin, pas lâcher. non, mais il faut faire confiance et c'est la persévérance. Mais c'est pas... Ouais, mais pas comme quoi, évident. les producteurs ne sont pas non plus des messies, ils peuvent se tromper, ils Mm, peuvent bien sûr. voilà, ne pas croire en un projet, ça ne veut pas dire que le projet Ah ouais, bien est sûr. mauvais. Le film d'Artus cette année, par exemple. Par exemple, qui a cartonné. Bah Ouais, ouais. alors que ce n'est pas un sujet qui était effectivement très abordé ou très à la mode au Ah cinéma. ouais. Donc, Bah, puis c'est surtout qu'aucun producteur Ah ouais n'a voulu de ce film. Ah ouais Donc c'est un des seuls films qui a été fait sans vraiment boîte de production. Ouais. Quoi. Et là, c'est magique. Ouais. Ah bah ouais. Mm. Ouais. Et même à Cannes, je crois que ça a été un peu compliqué pour les équipes du film. Ouais. Ouais, mais de toute façon, j'ai entendu Artus dire, par exemple, qu'il y avait un investisseur qui avait mis une certaine somme petite en soi pour ce film. Et en fait, pendant le montage, il les appelle. J'aimerais revendre mes parts, Ouais. je crois plus en ce projet, machin. Donc ils ont racheté ses parts et derrière, voilà. Ouais, c'est con. Voilà. Donc oui, non, les producteurs n'ont pas toujours le nez fin. Et j'ai vu aussi que pour Cannes, les marques ne voulaient pas les habiller, les acteurs. Parce que, Ah oui, alors on oui, l'explique d'accord, pour ceux qui c'est ne ça savent dont pas, tu mais parlais, ouais. le film traite de... Enfin, les acteurs sont soit autistes, soit handicapés. Ouais. Et effectivement, certaines marques ne voulaient pas. Beaucoup de marques n'ont pas voulu être associées à ce film. Et je ne sais plus... je crois qu'il y a une marque finalement qui a décidé de leur faire confiance, après un coup de gueule passé par Artus. Et, Mais et bien oui. leur en a pris. Ouais, ça, c'est même pas... C'est pas mal senti, c'est juste honteux, quoi. Oui. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ouais. Ah, c'est fou. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses sur vos projets actuels, en cours, à venir, passés, comme vous voulez? Est-ce que vous voulez rajouter des choses qu'on aurait oublié de dire? Bah écoute, non, moi juste dire que je vais quand même retourner à un autre court-métrage entre-temps. Ouais. Là, au mois de tournage, j'ai prévu pour le mois de mars. Et justement, c'est une version de 3-4 minutes très courte du patient, donc, D'accord. qui est évidemment modifiée, mais avec les mêmes personnages. Et qui servira à montrer... Ouais, ça, bah déjà, moi, ça me permet de m'exercer, voilà, de tester. Et puis oui, c'est vrai que ça aide, notamment quand on fait des dossiers, d'avoir des images, Ouais. c'est beaucoup plus parlant, c'est sûr. Et puis voilà, c'était une volonté aussi de retourner depuis avril dernier. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Et plus de clips pour le moment? Pour l'instant, non. Le dernier en date, c'était au mois d'octobre, le tournage. Donc c'est assez récent. Mais c'est vrai que le clip... C'était pour Gustine, le dernier, Ouais, c'est ça? c'est ça. Le clip, c'est hyper agréable à faire. J'adore ça. Mais vraiment, la fiction du court-métrage me stimule plus, on va dire. Et tu travailles, je vois, souvent avec les mêmes personnes qui t'accompagnent Ah ouais. dans tes créations. Ouais. Bah ouais, non, mais j'ai trop de chance. J'ai vraiment une bande de potes où, chaque fois, c'est la colonie de vacances. On s'amuse trop, on adore bosser ensemble. Et c'est vraiment, c'est devenu un peu une petite famille qui se retrouve à chaque projet. C'est trop agréable. Romain Berthiaud. Ouais, Romain qui fait les Timothée photos. Costa. Ouais, bah oui. Oui, Timothée, je le vois très souvent. C'est aussi un ami, évidemment, mais on bosse sur beaucoup de projets ensemble, ouais. Enfin, tous mes projets, je bosse avec lui quasiment, ouais. Laetitia, des choses à ajouter sur tes projets? On espère que le projet Forêt va continuer sur Reims en 2025. Et puis voilà, on verra cette surprise aussi sur ce spectacle autour des Yéniches qui, je pense, va prendre des proportions, je le sens, autres que l'artistique en tout cas. Mais... On a hâte. Oui, moi aussi. Et ça va prendre peut-être un petit peu de temps, ça va prendre du temps à s'installer. Passer les projets, on va parler un petit peu de vous. Quelles sont vos peurs et comment vous les gérez dans votre métier? Ah ouais, là on change. Là, on change de registre. On change d'ambiance. Ah, c'est plus difficile, là. Parler de soi, oui, c'est Ouais. plus difficile. Moi, là, ce qui me vient, ce serait la peur du rejet.
mais ça correspond finalement avec tout ce qu'on s'est dit avant aussi, et aussi à ce gros projet de futur spectacle. Il y a en moi une grande peur du rejet que j'ai compris récemment grâce à la reprise de contact avec mes origines. Mais le rejet, il a différentes facettes en plus. Hein. Ça peut être violent et venir d'un petit rien. Voilà, je crois que quand on est tranquille avec ça, on n'est pas loin de la liberté, je pense. Ouais. Ouais. Et toi, Charlène, quelles sont tes peurs ? Honnêtement, je trouve que pour l'instant, ça va. Je m'en sors bien. J'ai pas trop de peur autour de moi. Peut-être le truc qui me fait flipper, c'est si je me projette un peu dans le futur et je me dis, si j'ai pas eu l'impression d'avoir évolué dans le futur, mais tu vois, c'est vraiment une projection, hein, donc c'est que ça va dans mon présent, mais de me dire, j'ai trop peur de un jour me réveiller et de me dire, ah mais je suis là, mais je suis trop déçue de moi-même, enfin, j'aurais voulu en faire plus. Donc c'est un peu la peur, du coup, j'imagine, du temps qui passe. De ne pas avoir le temps de faire tout ce que tu voulais faire. Et... Ouais. Tu te mets des... alors des non, étapes. Mais des étapes proches. J'essaie de pas trop, tu vois, là, la prochaine étape, c'est de finir d'écrire ce scénario. Ouais. Tu vois, je me dis pas, pendant 3 ans, il faut que je sois nommée aux Oscars, sinon j'ai loupé ma vie. Ça, je pense que c'est hyper contre-productif. Ouais. Donc non, j'essaie justement, et je pense que c'est ça qui évite un peu, qui te fait éviter d'avoir des peurs, c'est d'avoir un palier assez précis de ce que tu dois faire et pas trop lointain, quoi. Et quel est votre plus ancien souvenir ? Ou en tout cas, le premier qui vous vient à l'esprit, celui qui vous a marqué. Là, il faut chercher. Mais ça, je trouve que c'est un peu traître parce que moi, j'ai trop été influencée par, tu vois, des photos de moi petite où je me dis, ah, mais je me souviens de cette piscine gonflable. Et c'est la photo qui parle. Ouais, en fait. exactement. Mais il y a beaucoup de nos souvenirs qui sont des souvenirs qu'on nous a racontés, qu'on nous a créés. C'est difficile de faire le tri. C'est impossible de faire le tri. C'est pour ça que les témoins visuels, généralement, dans des enquêtes, sont très peu pris en considération parce que un souvenir est tellement modifiable, trahissable. Tu peux en faire un peu ce que tu veux. C'est clair. Moi, je pense que mon plus vieux souvenir, du coup, en faisant le tri avec ce qu'on vient de dire, est du coup le plus sûr et concret et qui n'est pas issu d'une photo ou d'une conversation, ce serait moi en train de jouer avec les copains dans la cour de l'école, mais on est tout petit, on doit jouer avec des ballons. Je pense que c'est un des plus vieux souvenirs concrets. Vraiment comme si c'était hier. Ouais, c'est vrai que ça, le jeu, aussi des souvenirs de récréation. Mais... C'est marrant parce que souvent les premiers souvenirs, enfin ceux qu'on a en tête, c'est pas forcément des souvenirs heureux, j'ai remarqué ça généralement. Ceux qui nous marquent le plus, c'est des souvenirs plus de douleur ou des chutes ou des choses comme ça. Oui, quand tu dis des chutes, c'est des chutes physiques quand t'es gamin. Oui, parce que ça, en plus, ça peut te marquer à vie. Enfin, t'as encore la trace. Physiquement, Et non, moi, j'ai l'impression quand même. Mais alors, pareil, est-ce que j'ai inventé ce truc ? Et c'est très bizarre. Mais j'ai l'impression de me souvenir d'un rêve que j'ai fait. Et c'est vraiment... Mais pour moi, j'ai l'impression d'être dans un berceau, tu vois. Donc, ça me paraît hyper lointain. Et j'ai l'impression d'avoir toujours eu ce rêve en tête. Un rêve trop bizarre avec un matelot et des moustaches, mais trop bizarre. Et ce truc, j'ai l'impression que c'est vraiment dans mon historique de vie le plus vieux truc que j'ai en tête. Tu veux faire un court-métrage ? Il serait un peu caché. Tu sais, les Walt Disney un peu psychés des années 60, ça serait un peu ça, quoi. Quel enfant étiez-vous ? Et comment ça a construit l'artiste que vous êtes devenu ? Moi, je pense que j'étais assez sociable, globalement, assez joyeuse, tu vois. Et par contre, là où je suis rejoins, c'est qu'à l'adolescence, ça a complètement changé, où j'étais beaucoup plus timide, introvertie, vraiment rien à voir, tu vois. Et du coup, oui, ça m'a construit forcément, parce que quand tu fais du théâtre et que tu as des problèmes de timidité et tout, c'est une grande étape. C'est une bonne école pour
les enfants Ouais. qui sont un peu... Non, mais ça, c'est hyper timide. sain, quoi. Mais pour tous les enfants, c'est... Ah ouais, Ouais. ça devrait C'est- être obligatoire ouais. pour tout le monde. Ouais, Ouais. c'est... Mais on va dire ça, un collégien un peu timide. Moi, je me rappelle qu'au collège, je crois qu'il y avait à un moment des cours de théâtre. Moi, ça me faisait quand même si avec le recul, ça aurait été forcément bénéfique, Ouais. forcément, j'avais pas envie d'être là, quoi. Ouais, il faut avoir le bon intervenant. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ça peut être très dangereux, Ouais. suivant. Ça peut même braquer. Ah, complètement. Ah ouais. Ça peut créer des blessures, je pense, Ouais. très profondes pour l'adulte futur. Ouais. Ouais. Et toi, quel enfant tu étais? Moi, j'étais très sage, timide, réservée, très bonne élève, bien rangée, dans les bonnes cases. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, à 18 ans, il y a tout. Ouais. J'ai fait beaucoup de bêtises. D'accord. Oui, Il y a un jour où tu as brillé, finalement. complètement. Ouais. Après le bac. Bah ouais. Le bac, le permis, les études, le départ du domicile familial. Comme quoi, rien tout, n'est tout acquis. a vrillé complètement. Vraiment, il fallait. Il fallait, de toute façon, j'avais rien vécu. Il fallait, c'était le bon moment. Ouais. Mm. Et c'est presque un message d'espoir pour les parents qui vivent l'inverse, des enfants trop difficiles. Tu peux te dire que peut-être qu'un jour aussi, pareil, ça vrillera dans l'autre sens. Oui. Et puis, ça vrillera moins violemment. De toute Ouais. façon, moi, la petite fille que j'étais, vraiment très sage et très timide et très rien, quand ça vrille, c'est violent parce qu'il y a besoin et il y a besoin de comprendre et de découvrir Ce qui est normal. et de tester. Du coup, un enfant turbulent, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Ouais, peut-être c'est moins dangereux à un moment donné. Mais bon, C'est en tant que clair. parent, c'est difficile d'accepter les Oui, bêtises de bien ses sûr. enfants, mais c'est nécessaire parfois peut-être pour la construction, un Ouais, passage complètement. d'étape. Ouais, je pense. Mais- C'est ce que je dis à mes enfants, en tout cas. Voilà. Mais après, il faut réussir à l'intégrer, à l'accepter. Oui, En tant que parent, c'est pas facile non plus. Ouais, non. Forcément. Question suivante. On va passer un peu aux perspectives d'avenir. Si tout s'arrêtait pour vous, votre métier, vos passions, vous feriez quoi? ça c'est une bonne question. Merci. Bravo. Moi, j'y pense quand même de temps en temps. Je me dis, franchement, parce que j'ai quand même fait plein de petits jobs, des petits boulots, tu vois, et à chaque fois, même si je trouvais ça marrant une semaine, après, je me disais, mais quel enfer de faire ça tous les jours, de toute ta vie. Et tout. Mais donc, en réfléchissant, je me suis dit, je crois que le seul truc me conviendrait à peu près, si ça devait pas être dans le domaine artistique, ce serait vendeur dans une librairie. Ah ouais. J'ai beaucoup réfléchi. Et pas, C'est le seul truc. pas vendre des Ah films, oui, alors t'as vendre des livres. réfléchi. Oui, bah alors si c'est des films, Ah. encore mieux, évidemment, mais Mais bon, les vidéothèques n'existent plus. il y en a plus beaucoup. Ouais, c'est restreint. Et toi, Laetitia? Alors, j'ai pas aussi bien réfléchi à la question. Mais je sais que je suis capable de faire plein de choses, même de la maçonnerie, admettons. Ouais. Donc, ça m'inquiéterait pas de devoir retrouver un boulot. Mais ce serait un boulot alimentaire, Ouais. fade. Non, mais c'est Ouais. ça. Et C'est que tu vas te lasser rapidement, finalement. Ouais. Et Mais tu pourrais toujours danser à côté pour le plaisir. oui, mais. Mais quel dommage. Ouais, je sais pas, c'est une question difficile. On verra bien D'ailleurs, quand on y sera. si vous n'en viviez pas, bah, je sais pas, toi, Charlène, si tu en vis aujourd'hui, tu disais très Ouais, difficilement les courts-métrages. bah oui, parce que je suis intermittente. Donc, Ouais. Oui, donc tu avais quand même un j'ai petit peu. d'autres casquettes aussi Ouais. dans le domaine. Ça reste dans le cinéma, mais c'est d'autres postes sur Scénario. des tournages. Non, par exemple, là, pendant 1 mois et demi, j'étais doublure lumière pour un D'accord. film américain. Donc voilà. Oh. Voilà. Après, j'ai fait de la chargée de figuration, d'autres postes. Et puis tu vas pouvoir trouver du travail facilement bientôt à Reims avec la base aérienne oui, qui a prise, mais rachetée par oui, Xavier Niel. Tout à fait. Pour Comme faire quoi. Des studios cinéma, ouais, tout arrive. Non mais Reims Bah se ouais, développe à une Dis donc. vitesse folle. Ouais. Non, Ah ben ça, c'est pour le coup c'est vrai. Hein. Ouais. On en parlait donc avec les producteurs du film là, en l'occurrence américain, et il y avait aussi des producteurs français.
Et ouais, il y a beaucoup d'espoir sur Reims, sur son développement en termes de tournage. Je pense que ça va vraiment... de toute façon, ça s'intensifie. Là, chaque année, il y a de plus en plus de tournages. Et je pense que ça va aller dans ce sens. J'espère que ça prendra juste pas trop le pas sur la vie culturelle rémoise qui est hyper riche. Et il ne faudrait pas que ça... Est-ce que c'est une blague? Moi, je la trouve très riche. Ah, ouais, non, j'ai cru que tu étais complètement ironique. Ah non. Ok, Ouais, d'accord, pardon. Il y a énormément d'art. Alors après, tout n'est pas très mis en avant, il faut aller chercher, mais il y a beaucoup d'artistes, de graphistes, d'illustrateurs, de musiciens. On a des scènes, la comédie, le manège, l'opéra, la carto, que tu vois pas dans des villes de cette taille-là en général. Pas autant, en tout cas pas à ce niveau-là. Et je trouve que ces 10 dernières années, Reims a vraiment... oui, mais je suis d'accord. Il y a une vraie évolution. Mais tu vois, tout n'est pas... la musique, je trouve que ça fait un moment qu'effectivement, il y a beaucoup de groupes émergents. Enfin, c'est hyper chouette. Le cinéma, enfin, tu vois... moi, je disais ça parce que, par exemple, quand tu veux faire un court-métrage et que tu veux louer du matériel, il n'y a rien à Reims. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qui, moi, me choquent un peu. Mais oui, pardon, je ne voulais pas. Pourtant, il y a un très beau festival de cinéma. Le Polar. Voilà, exactement. Ouais, non, mais c'est vrai que faut un peu se renseigner pour être au courant. C'est ça. C'est que les communications sont pas toujours très bien faites, je trouve, et d'où Bocal. Mais bien sûr. Et l'agenda culturel aussi qui permet de voir ce qu'il y a. Beaucoup. Je ne dis pas ça pour ça. Non, mais évidemment. Il faut ce genre d'initiative, et il n'y a pas que Bocal, bien sûr. Et donc, si vous n'en viviez pas, est-ce que vous feriez toujours ce que vous faites quand même? Toi, de la danse, toi, je sais pas, du cinéma. Ouais, c'est plus compliqué peut-être. Si, tu pourrais faire du théâtre de manière amateur. Ouais, mais encore une fois, je pense que le théâtre, c'est pas... Oui, non, je pourrais filmer les trucs dans ma chambre. Influenceuse. Voilà, c'est ça. Oui, non, c'est vrai que là, c'est compliqué. Enfin, de toute façon, quand tu fais des films, pour faire des films, il faut qu'il y ait une grosse production, donc ça veut dire argent, donc là, c'est un peu complexe. Non, honnêtement, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas. Non, ce serait compliqué. Tu arrêterais de danser si... La vie serait vraiment très compliquée, surtout avec les enfants. Faut les nourrir. Enfin, après, c'est peut-être lié aussi à des peurs. Je pense que ce serait vraiment compliqué. Sauf si tu as une petite réserve, une grosse réserve financière confortable. Mais tu pourrais faire un autre métier et garder la danse juste en passion, le lundi soir. Oui, c'est plus ou moins ce que j'ai fait pendant 10-15 ans. Oui, ça ce serait même important et vital, je pense. Il y aurait quand même toujours ça. Et quel conseil donneriez-vous à des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs à tout âge, qui voudraient se lancer dans la création de spectacles, de courts-métrages? D'y aller à fond, d'écouter son cœur et ses envies et d'y aller parce que c'est vraiment un moyen d'expression. C'est thérapeutique en fait. Le premier conseil, c'est ça, c'est allez-y, ne serait-ce que pour vous-même. Sans hésitation aucune, quoi. Il ne faut pas avoir peur de mal faire. Je pense que faire mal, c'est mieux que de ne pas faire, en fait, pour moi. Et puis, finalement, il n'y a pas font que bien tout le temps. Enfin, dans tous les parcours, il y a des... Il n'y a pas faire mal... Des mauvais films. Des gros navets. Oui, mais on va appeler un gros navet, peut-être que... Non, mais je rigole, mais il a dû un succès pour quelqu'un d'autre. En plus, des pour moi, son meilleur film, c'est Duel, de toute façon. Donc... puriste. Mais ouais, sinon le conseil, moi le truc que j'essaie d'appliquer à moi aussi, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment important, de rester curieux, parce que pour moi dans le processus créatif, c'est vraiment ça qui m'aide à avancer. Enfin, c'est de rester ouvert. Évidemment aux rencontres, aux discussions, mais aussi de prendre le temps de se dire bon bah là aujourd'hui je vais pas faire grand chose, je vais regarder un petit film, peut-être aller voir une expo, d'être ouvert un peu à tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait pour se construire soi-même. Et puis c'est vrai que c'est pas très agréable, mais sortir de sa zone de confort,
c'est toujours bénéfique au final et ça nous permet d'être fiers de nous, même si sur le coup, c'est pas très agréable. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on grandit. Et ne pas forcément attendre dans ton cas, enfin pour le cinéma, d'avoir les moyens, d'avoir un matos super. Ouais. On peut faire des films avec. Oui, ce qu'on bien a sous la sûr. main. C'est vrai que la réalisation, en l'occurrence, c'est pour ça que le métier de comédien, par exemple, je trouvais ça très dur. C'est que c'est un métier où tu es beaucoup dans l'attente. Ouais. Tu peux travailler de ton côté, mais tu es dans l'attente de casting, tu es dans l'attente qu'on t'appelle, qu'on te propose un rôle. Alors que la réalisation te permet au moins de... bon, bah, même si ça sort pas au cinéma demain, tu peux faire un film, tu peux le diffuser, tu peux le montrer de manière assez simple, quoi. Donc, Ouais. oui, je pense qu'il faut essayer. Et puis c'est un art où bah, si ça te plaît pas, tu peux le supprimer et personne l'a vu. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu la différence avec le spectacle vivant. Oui, mais une fois que tu l'as fait, c'est bon, il n'existe plus. Oui, voilà. Ça m'est déjà arrivé de tourner quelques trucs et de me dire, hop, personne ne l'a vu. Comment tu vois l'avenir du cinéma face aux nouvelles technologies, que ce soit l'IA, même les plateformes de streaming? Bah, c'est un peu compliqué. Je pense que là, en plus, on est vraiment à la naissance de tout ça. Donc, c'est compliqué de se projeter, de dire Ouais. quel impact ça va avoir. Après, moi, globalement, je me dis que en prenant l'exemple du théâtre, par exemple, ou de la peinture, qui sont des arts qui existent encore, alors qu'on aurait pu les remplacer par d'autres, je pense que le cinéma, du jour au lendemain, va pas devenir un truc hyper robotisé Ouais. où on va enlever les acteurs parce que l'IA nous permet de reproduire Robert De Niro à 22 ans et c'est super. Donc- L'IA a été utilisée pour la voix de Stallone, puisque le doubleur français est Ah oui. décédé, Ouais. et c'est catastrophique. Ouais, mais bah, c'est ça, c'est qu'en fait, pour l'instant, ça ne fonctionne pas hyper Ouais. bien non plus. Et effectivement, dans le doublage, où là, effectivement, c'est un corps de métier qui est vraiment en danger là, maintenant, parce que ça évolue énormément. Mais moi, non, j'ai quand même l'espoir que même avec les effets spéciaux, par exemple, il y a encore des réalisateurs qui ont à cœur de vraiment faire exploser une bagnole pour de vrai, parce que ça rend mieux que... donc c'est des choses aussi où ça reste un métier artisanal pour moi. Donc Ouais. ça doit être façonné pour de vrai, avec du vivant, Comme des gens. Gondry. Ben voilà, et je pense que les gens, enfin, je me dis, aiment ça aussi et Ouais. vont continuer de vouloir aller voir ça et vont pouvoir boycotter d'autres choses. Et donc je suis un peu inquiète, évidemment, parce Ouais. que c'est nouveau. Mais après, j'ai quand même confiance en les gens. L'homme. Ouais, en l'homme. Toi, Laetitia, tu vois une contrainte justement avec les nouvelles technologies par rapport au spectacle vivant? Est-ce que ça pourrait, comme avec le cinéma, Ouais, alors, moi, je te rejoins complètement là-dessus, mais alors moi, ça m'attire pas du tout. Je crois peut-être même ça me fait peur quand j'y réfléchis, donc j'essaye de pas trop y réfléchir. Ouais. Après, tu vois, dans le spectacle vivant, ça commence à être quand même bien présent, où d'ailleurs, pour avoir certaines subventions, il faut utiliser le numérique de plus en Ah ouais. plus Mmh. dans le spectacle vivant, hein, dans les créations Ouais. sur scène. Et moi, je trouve ça glacial. Enfin, j'aime pas du tout. Enfin, ça m'éloigne de l'être humain et de la nature pour le coup. Et je te rejoins sur le fait que je suis pas si inquiète que ça parce que ça va pas disparaître et c'est artisanal et vivant et concret et présent et c'est là. Mais je pense quand même que il y a des choses qui vont évoluer vers le glacial, Ouais. le froid, le numérique, le sensationnel et artificiel. Ça, c'est sûr. Et je pense que ça va scinder, ça va créer une espèce de fossé ou de canyon entre deux façons de voir les choses et de construire un spectacle ou de réaliser un film. Je pense que ça va juste créer une nouvelle branche, j'imagine. Moi, j'ai peur que ça pousse les gens à ne consommer que des contenus très courts et très rythmés, comme on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. On scrolle, on est vite happé, et que vers le cinéma, si tu fais un film trop long ou qui manque de rythme entre guillemets, que les gens se désintéressent plus vite. Et pareil pour un spectacle vivant, tenir
un public Oui, concentré mais sur la c'est déjà piraterie. là. Ouais, c'est déjà C'est le cas. Ouais. déjà là. Je trouve pas ça forcément lié à l'IA parce que bah oui c'est Plus les réseaux sociaux. ouais. Ouais. Et enfin ça vraiment ça façonne l'art en règle générale, la façon dont sont construits les films. Netflix a amené une nouvelle façon de consommer aussi Ouais. du cinéma en mettant aussi beaucoup en avant la série avec effectivement des rythmes très rapides. Après paradoxalement par exemple bon là je parle d'il y a quelques années The Avengers cette saga là c'est quand même des films de 3 heures. Ouais. Et finalement, les films qui marchent bien au box-office, enfin l'année dernière, Oppenheimer et tout, c'est quand même des C'est films vrai. très très longs. Mais voilà, c'est vrai que les Avengers, moi quand j'avais maté ça, t'as pas des plans de plus de 3-4 secondes. Enfin, c'est hyper dynamique. Très épais. Et enfin, tu sais, en tant que spectateur, tu digères pas trop quoi. T'es, Ouais. waouh, attends, je fais une pause, je suis fatiguée. Et du coup, oui, je pense qu'il y a un peu cette demande, parce qu'on a créé cette demande un peu de dopamine, tu vois, où Ah ouais. il faut que le cerveau en ait encore plus et plus et plus. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de demander aux gens, bah, prenez le temps et vous allez voir, ça va être sympa. Heureusement qu'il y a encore des cinéastes comme les frères Cohen qui prennent le temps de Ouais, bah. faire naître des histoires. Oui, ça Ouais, bien existera sûr. toujours. Et il y aura Ouais. toujours des gens qui auront envie de ça, Ouais. du vrai, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et peut-être même plus, enfin, plus justement les gens auront un attrait pour ce qui est rythmé et rapide, et plus il y aura des gens derrière qui voudront aller à contre-courant Oui, et c'est se Ouais, battre bien un sûr. peu. Ça va s'équilibrer. Ouais. Ouais, puis même les jeunes, enfin les premiers concernés, on va dire, ceux qui ont grandi avec ça. Enfin, moi, je pense vraiment qu'il va y avoir un peu un mouvement inverse, un peu une résistance de se dire, bah là, on est contrôlé par un truc et on décide pas de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et enfin, moi, j'ai plutôt bon espoir là-dessus. Oui, il faut faire confiance. Oui. Ouais. Oui. On arrive à la fin de cette émission déjà. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous avez un lieu à recommander à Reims, un lieu qui vous plaît, que vous aimez bien, pour plusieurs raisons, Ah, Reims. Oh là là. Alors, ou dans la région de Reims? Dans la région de Reims. on parle d'un lieu culturel, pas forcément. Pas forcément, ça peut être un café, enfin un bar, un restaurant, un lieu culturel, un lieu où vous vous sentez bien, une place. Alors, ma réponse va peut-être faire peur ou étonner, mais il y a un lieu que j'aime beaucoup à Reims. Alors, j'ai pas le nom. Tu vas peut-être m'aider, Sébastien. Dis-moi. Le lieu où les réfugiés viennent en transition et se retrouvent à dormir dehors. À Reims même? À Reims même, c'est pas loin d'un arrêt de tram. Oh là là, je connais pas. Ah, je vois pas où Je c'est. connais pas les quartiers. C'est vers Croix-Rouge, mais c'est pas tout à fait Croix-Rouge. C'est entre. Vers le parc Saint-Jean-de-Perse, Oui, c'est ça? c'est ça, exactement. Et j'adore aller là-bas Ouais. pour juste profiter d'un instant et de boire un café avec eux Ouais. et de jouer avec les enfants. Et ça me fait du bien et de leur ramener du chocolat, Ouais. des vêtements chauds. Enfin, juste de partager un moment où des fois on se comprend pas du tout parce qu'on personne parle français, mais on se sourit et juste passer un peu de temps là-bas. J'aime bien y aller avec mes enfants aussi. C'est un endroit que j'aime Ouais. beaucoup. C'est une réponse très bizarre, mais Et pour les gens qui voudraient aider, du coup, ils peuvent s'adresser à quelqu'un en oui, particulier? ils peuvent s'adresser à Philippe Cuisset, à l'association Sauf qui peut. Ok. Qu'on trouve tout de suite sur Sauf qu'il peut sur Google. Sauf qui peut, Reims. Ouais. Ouais. Oui, il y a besoin de dons, de survie, de kits de survie, quoi. Ouais. Enfin, de première urgence, on va dire. Mais ouais. Ok, sauf qu'il peut Reims. Mm. On mettra le Ouais, lien. super, merci beaucoup. Charlène, un lieu dans lequel tu te sens Ouais. bien à Reims? Chez moi, Ouais, bah, ça peut être chez toi. dans ma aussi. maison. Tu as le Non, droit. non, je sais pas. Enfin, évidemment, le cinéma opérin me vient en tête. Même Je maintenant. trouvais ça un peu. Ouais. Ouais, surtout, je suis hyper contente de la reprise de ce cinéma et de la direction dans laquelle il va. Alors, déjà, c'est tenu par des gens adorables qui, nous ont ouvert leurs portes plusieurs fois gratuitement pour Oui, tu as nous fait une accueillir. projection récemment. Oui, en fin d'année. pour des projections, mais aussi pour des tournages. On a Ah tourné oui.
projets, de clips, de courts-métrages chez eux et à chaque fois, ils sont hyper gentils, adorables. Contrairement à certains endroits qui nous demandaient 5 000 € pour nous accueillir une Mais après-midi. le clip de Marine, enfin de Gustine, pardon, a été Ouais. tourné là-bas, du coup. Il y a un clip. Non, c'était au Carré Blanc. C'était au Carré Ouais, Blanc, c'était d'accord. à Tinqueux, ouais. Ok. Mais ouais, donc cet endroit, je trouve que c'est super parce que la programmation est vraiment excellente. Ouais. Et c'est rare, enfin moi j'avais pas le souvenir avant à Reims qu'il y ait un choix aussi large, que ce soit dans les films, dans les documentaires, dans du court-métrage, dans du dessin animé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films. Il y a un ciné-club maintenant qui a été créé. Ah ouais. Oui, par mes anciennes profs de cinéma quand j'étais D'accord. au lycée à Reims. Et elles ont vraiment, elles créent un ciné-club où tu vas avoir des vieux films, tu as des débats. Enfin, Ouais. je suis trop ravie que cet endroit existe. Parce qu'il y avait une crainte. Reims, avant, c'était un Ouais, plus petit cinéma, enfin, Oui. c'était opéra, ouais, Mm. ouais. qui a déménagé, qui a repris la place du Gaumont. Donc, il y avait cette crainte de devenir un gros cinéma commercial comme l'était Ouais. Gaumont. Et finalement, non, ils ont réussi à. Ah ouais, Conserver ouais. cet Alors bien ADN, sûr, tu as les gros blockbusters qui sont Oui, diffusés, c'est mais différent. il y a beaucoup de salles déjà, donc et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et le directeur est cinéphile et voilà, ça se sent, quoi. Parfait. Eh bien, merci, Charlène Juveniel. Je ne me suis pas trompée cette Non, fois-ci. super. Laetitia Beaune, merci d'avoir Merci accepté à toi. mon Merci invitation et j'espère qu'on se recroisera au détour de spectacle ou de projection. Oui. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.